Bonjour, gentil d'être venu un dimanche matin pour assister à une conférence un dimanche pascal sur la laïcité. Il n'y a pas vraiment besoin aussi pour le son. Il y a besoin quand même. Ouais, c'est mieux. Alors voilà. Et donc c'est notre journée de 3 débats autour de la laïcité, droit des femmes et laïcité, école et laïcité, diversité culturelle et laïcité. Aujourd'hui, c'est donc notre avant-dernière journée, avant un grand rendez-vous qui est celui de mardi prochain, la diffusion de 2 films. Et puis mercredi, nous présenterons un livre autour de Badoglès, et le 30, mercredi 30, un livre autour de la création amazigh cinématographique. Je vais juste vous présenter les intervenantes. Alors Martine Cerf, vous êtes vice-présidente de l'association EGAL, c'est-à-dire Égalité, Laïcité, Europe. Vous êtes une grande spécialiste de cette question au niveau européen. Vous êtes l'autrice ou co-autrice du Dictionnaire de la laïcité qui est paru en 2011 chez Armand Collin et qui a été réédité en 2016 et qui a reçu le prix de l'initiative laïque décerné par plusieurs structures associatives, la MGN, la MAIF, etc. en 2012. Vous avez aussi coécrit Ma liberté, c'est la laïcité chez Armand Collin, réédité en 2015, puis Vivre la laïcité chez Luno. Je crois que c'est votre dernier ouvrage qui est sorti en 2022. Vous avez fait des études de mathématiques, ça mène à tout. Vous avez travaillé dans le monde du marketing et des médias, où vous avez occupé des fonctions de direction d'études, puis de direction générale en France et en Belgique. Au cours d'une deuxième carrière, vous avez entamé et créé une société de formation, après une formation complémentaire à la négociation aux États-Unis. Donc, ça va être agréable de discuter avec vous. Et alors, je vous cite, « C'est assez tard que j'ai pris conscience que la laïcité que je croyais définitivement établie n'était pas encore consolidée en France. Lorsque, vers les années 2000, j'ai réalisé ce que cela impliquait de menaces sur nos libertés. » Et vous continuez en disant, « Le combat pour la laïcité et l'égalité, vous le menez pour que jamais personne ne puisse imposer à l'un de mes enfants et à ceux de leur génération ce qu'ils doivent croire et comment ils doivent penser. » Souad Baba Issa. Administratrice de l'ACD, en particulier, mais pas seulement. Vous êtes une militante féministe, vous êtes fondatrice de l'AMEL. l'AMEL, ça veut dire quoi déjà ? AMEL, Association pour la mixité, l'égalité et la laïcité. J'ai encore à apprendre. Vous êtes aussi une des responsables chez les ouvrières de l'association Femmes Solidaires. Et voilà. Donc, vous avez, en tant que militante associative et féministe, vous avez travaillé, vous êtes intervenue dans le cadre de l'éducation populaire auprès des jeunes, dans les établissements scolaires, avec les associations, les troupes théâtrales sur les questions de citoyenneté, d'égalité, de laïcité et d'universalité des droits fondamentaux. Vous travaillez donc en lien avec le collectif AMEL en Algérie, au sein du réseau international féministe et laïque, donc vous êtes l'une des membres fondatrices au sein de l'association Femmes Solidaires. Et parmi le panel d'associations et de pays, il y a l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, l'Éthiopie, la Bolivie, la Pologne, la Suède, l'Inde, la France et le Kurdistan. Je vous cite, « Lors des mouvements révolutionnaires, les femmes démontrent leur rôle déterminant. La place des femmes des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont des sujets sensibles. La solidarité internationale est une absolue nécessité pour affronter les réalités d'aujourd'hui et demain. Intensification des violences dans le non-respect des droits humains, impunité des crimes politiques, féminicide, menace grandissante des populismes et totalitarisme à l'échelle de la mondialisation. » Vous dites « L'avenir des femmes en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Iran, en Arabie Saoudite, comme d'ailleurs partout dans le monde, ne peut s'imaginer sans une réflexion et une action collective sur la citoyenneté, l'égalité, la laïcité et le pluralisme démocratique. » C'est un peu tout ça, oui, sans question ce matin. Merci. Merci Mustapha, et c'est vrai que cette rencontre aujourd'hui, je l'amène à la fois comme militante féministe, mais aussi comme administratrice de l'association de culture berbère. Et donc nous allons être dans un échange avec Martine
sur un regard croisé, comme on l'a fait hier avec Saïd Saadi et Anna Seksik, entre ce qui se passe au niveau national, au niveau européen, et puis plus particulièrement de notre côté, ce qui se passe en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, et à travers le monde aussi, puisque il est nécessaire d'avoir ce regard à l'échelle planétaire. Alors c'est vrai que depuis quelques années à la CB, nos rencontres et nos colloques sur le thème de la laïcité, c'est un moment privilégié de réflexion sur ce principe en France inscrit dans la Constitution, et inscrit dans la Constitution de 1958, et que ce principe qui porte sur l'enjeu de la liberté de conscience, mais pas que, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est aussi aujourd'hui une réflexion quand on s'interroge sur la laïcité, sur le statut des femmes, parce que face au réveil des vieux démons des forces conservatrices et des intégrismes religieux, il est important donc de s'interroger, de faire l'état des lieux et puis de bien comprendre ce qu'est la laïcité. Alors Martine, à travers 3 questions simples, et je sais que tu nous y apporteras des réponses pragmatiques, ce qu'est la laïcité, à qui et à quoi elle sert, et peut-on dire que la laïcité, elle garantit l'égalité entre les femmes et les hommes? Alors, merci Sohane, merci de votre invitation et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de liberté. Avant de parler de laïcité, c'est bien de liberté qu'il s'agit. Alors la laïcité, je la définirai de façon très simple, contrairement à ce que beaucoup d'universitaires pourraient avoir tendance à faire, c'est-à-dire à complexifier le problème. La définition républicaine de la laïcité est assez simple. C'est la séparation des églises et de l'État. Donc, c'est la formule de Victor Hugo, l'État chez lui et l'Église chez elle. L'Église englobant bien sûr toutes les religions. Et il s'agit surtout que la religion ne s'occupe pas de politique et que l'État ne s'occupe pas de religion. Pourquoi ? C'est dans un but. Quand on établit une structure et une façon de fonctionner dans une société, c'est qu'on a un objectif. Et c'est bien sûr de préserver la liberté de tout un chacun, la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté de s'exprimer et la liberté d'organiser la société comme on l'entend, indépendamment des dogmes religieux, indépendamment de toute pression religieuse. Et c'était ça l'enjeu. Et historiquement d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, il est intéressant de le resituer dans l'histoire, c'est parce que on a mis l'Église à l'écart de la vie politique que la République a pu se stabiliser. Depuis la Révolution française jusqu'en 1880, par là, enfin 1870 même, la République n'arrivait pas à se stabiliser. On a connu des périodes où on faisait le yo-yo entre un peu de République et puis on revenait à des restaurations, sous l'influence de l'Église, qui était partie prenante dans ce débat politique et surtout dans ce fameux yo-yo politique. Et on a pu stabiliser la Troisième République parce qu'on a mis l'Église à l'écart. Et l'Église qui était prête à supporter, à soutenir des coups d'État qui auraient été faits contre la République. On en était là, à ce degré de conflit. Donc, c'est parce que la laïcité défend nos libertés qu'elle est absolument fondamentale. Alors, là-dessus, maintenant, est-elle opérante pour les droits des femmes? Alors, je dirais, oui, elle est opérante pour les droits des femmes dans la mesure où elle empêche les religions d'installer leur ordre, qu'elles appellent d'ailleurs souvent ordre naturel et qui n'a rigoureusement rien de naturel, bien entendu, mais qui consiste à dire que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle doit lui être soumise et qu'elle doit être avant tout une bonne épouse, donc soumise à son mari, et une bonne mère qui ne s'occupe que de ses enfants et que de cela. Donc ça, c'est le préalable. Et la laïcité remplit cet office dans la mesure où elle empêche cet ordre religieux de s'installer. On pourra peut-être plus avant développer comment les différentes religions défendent l'infériorité de la femme. En tout cas, ça ne suffit pas. Il ne faut pas oublier que ceux qui défendaient la séparation des églises et de l'État étaient contre l'émancipation des femmes. Parce qu'ils considéraient que si on donnait le droit de vote aux femmes, elles allaient voter comme leur curé. Donc, elles allaient voter contre la République. Ils étaient donc opposés à l'émancipation des femmes. Alors, heureusement, ils ne le sont plus.
Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas garanti. On a besoin de la laïcité pour amorcer le travail, j'ai envie de dire, de d'émancipation des femmes et de libération et d'égalité, d'avancer vers l'égalité, mais ça ne peut pas suffire. Il faut autre chose. Alors, justement, moi, Martine, c'est vrai que quand on regarde la loi de 1905 en France, au départ, elle n'était pas émancipatrice pour les femmes, hein, comme tu viens de le rappeler, mais encore faut-il aujourd'hui se dire au XXIe siècle, est-ce que l'on va jeter le bébé avec l'eau du bain ? Certainement pas, puisque ce principe, aujourd'hui, quand on le regarde aussi bien en France, mais quand on le regarde de l'autre côté de la Méditerranée et à l'échelle planétaire, même s'il ne porte pas le nom laïcité en tant que tel, on voit bien que dans les batailles que l'on mène face aux États théocratiques, ou que ce soit même sous des régimes pseudo-laïques, qu'il y a vraiment un cheminement entre le dogme religieux et le pouvoir politique pour maintenir les femmes dans un statut d'infériorisation, comme tu l'as dit. Et moi, on prend le cas que l'on connaît le mieux, ici à l'ACB, c'est quand même le cas algérien avec le code de statut personnel. On a des femmes qui se sont mobilisées tout au long de l'histoire de l'Algérie. Je m'arrêterai pas simplement au mouvement de libération nationale, mais on voit que dans toute l'histoire de l'Algérie, les femmes se sont impliquées dans la lutte contre le colonisateur, hein, quel qu'ait été le colonisateur à chaque moment de l'histoire. Mais surtout, quand on arrive au XXe siècle dans la lutte de décolonisation, les femmes vont s'impliquer pleinement dans cette guerre de libération, elles vont prendre les armes, et au lendemain de l'indépendance, on leur dit, vous retournez à vos fourneaux, la question de vos droits politiques et d'un statut d'égalité avec les hommes n'est pas à l'ordre du jour, et qu'on trouve le prétexte donc de mettre en place d'abord le socialisme avant de mettre la question des droits des femmes, comme s'il devait y avoir une priorité dans les droits lorsque l'on construit et qu'on est dans une construction démocratique. Et ce qui va être encore plus grave en Algérie, c'est que en catimini et pendant des dizaines d'années, il va y avoir ce cheminement entre le pouvoir politique et l'extrémisme religieux, c'est-à-dire nos conservateurs de la religion musulmane qui vont être là, et on va utiliser donc l'islam pour créer un code de statut personnel qui va légaliser l'infériorisation des femmes. Donc les femmes sont considérées comme mineures, comme elles l'étaient sous le code Napoléon en 1804 en France. Et donc mineures, il faut qu'elles soient sous tutelle de leur père pour pouvoir se marier. Hein. C'est pas elles qui donnent leur accord, mais c'est le père ou un mâle de la famille. Inégalité dans l'héritage, pas d'autorité parentale partagée. Et puis alors le comble dans une société qui était en train de se construire dans la modernité avec des reculs puisque on permet la polygamie et voilà, et le fait qu'une musulmane ne puisse pas se marier avec un non-musulman. Et donc on vit vraiment aujourd'hui un moment crucial dans notre histoire sur l'égalité et la laïcité comme référentiel vraiment démocratique et citoyen, parce que moi je dis toujours que la laïcité c'est aussi le préalable à la citoyenneté, et que sans laïcité aussi, quand on dit qu'il n'y a pas d'égalité, c'est aussi l'absence de la pleine citoyenneté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on parle de laïcité, on est reconnu comme citoyen et comme citoyenne, et on n'est pas rattaché à être rattaché à une communauté religieuse, mais qu'on est un sujet citoyen. Voilà dans notre préalable entre ce qui se revendique d'un côté de la Méditerranée et de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi à l'échelle planétaire. Oui, on peut dire aussi, et c'est très intéressant là, ce que tu viens d'aborder, sur le fait qu'on est reconnu comme tel. Quand la laïcité, avec l'avènement de la laïcité, il y a quelque chose de tout à fait nouveau aussi qui est apparu,
c'est que ceux qui n'avaient pas de religion, qui ne se déclaraient pas, mais qui étaient athées, mais à l'époque ils ne se déclaraient pas, ceux-là, tout d'un coup, sont devenus les égaux des autres. Alors que jusque-là, même si vous lisez Voltaire, dans le traité de la tolérance de Voltaire, il parle de la liberté de religion, de la liberté de croyance, mais il ne fait pas mention de ceux qui n'ont pas de croyance. Parce que pour lui, c'est encore quelque chose qui est condamnable. Pour Locke, John Locke, aussi le philosophe, le grand philosophe anglais de la tolérance, c'est la même chose. On ne peut pas faire confiance à des athées, selon lui, parce qu'ils ne croient en rien. Quand on ne croit en rien, on est forcément quelqu'un de pas recommandable. Et la laïcité a précisément mis tout ce monde-là sur un pied d'égalité. On peut croire ou ne pas croire, faire ce qu'on veut, changer de conviction, peu importe, ça nous regarde, et nous sommes tous des citoyens rigoureusement égaux, quelles que soient nos convictions ou nos croyances. Donc c'est effectivement un élément important. Là, le fait aussi, ce que tu as dit qu'il n'y avait pas de communauté, ça c'est une conception française qui est très différente de la conception anglo-saxonne, puisqu'effectivement il n'y a pas de communauté constituée en France qui aurait le droit de s'exprimer au nom de leurs membres, par exemple. Chaque citoyen est individuellement considéré par l'État. C'est une nuance extrêmement importante parce qu'on nous reproche parfois justement de ne pas avoir de communauté en oubliant que qui dit communauté dit pression sur les membres. On ouvre la porte, quand on ouvre la porte à des communautés, on ouvre la porte à des possibilités de pression sur des gens qui se regroupent parce qu'ils partagent une religion, parce qu'ils partagent une origine ethnique. Et ce serait une assignation à identité qui serait, au sens français, absolument intolérable, parce que c'est une atteinte aux libertés individuelles. Oui, et c'est vrai, c'est intéressant quand tu parles du cas multiculturaliste, parce qu'on a bien vu que lorsque on est à l'étranger, et surtout quand on immigre, et qu'il y a vraiment une différence entre le fait quand on arrive dans des sociétés multiculturalistes, et je ne sais pas si tu te rappelles de cette bataille contre les tribunaux islamiques au Canada plus spécifiquement, où justement cette assignation à communauté fait qu'on est dans du droit différent au nom de la différence culturelle. Et c'est ça aussi le danger, c'est cette assignation du présupposé d'être assigné à une communauté, et plus particulièrement et à chaque fois à une communauté religieuse, et selon la communauté religieuse à laquelle on te rattacherait, en fait, on nous crée des statuts personnels en dehors même de nos sociétés dont nous serions originaires. Alors que dans nos pays, on se bat pour des lois civiles égalitaires, on immigre, et par exemple, on va arriver dans une société multiculturaliste où, sous prétexte d'être musulmane, pour régler ton conflit familial, que ce soit le divorce, que ce soit l'héritage, que ce soit tout autre problème, on va te dire, ben non, tu ne vas pas aller devant des tribunaux de droit commun, toi, ça va être le tribunal islamique. Si tu es une femme juive, ça va être le tribunal hébraïque. Si tu es une femme chrétienne, etc., etc. Et donc là, on a une véritable dérive par rapport à une atteinte aux droits humains, parce que moi je dis que dans ces cas-là, on est face à une véritable violation des droits humains, et on y reviendra plus précisément après. Et c'est dans ça où aujourd'hui, ce regard de rattachement à une communauté présupposée et de ne pas être considérée comme des citoyennes à part entière est dangereuse pour l'émancipation des femmes. Et que si la laïcité ne règle pas tout, comme tu l'as dit, elle est véritablement impréalable pour nous prévenir de toutes ces dérives. Et on le voit, moi je le dis toujours, hein, aujourd'hui dans les institutions, on a une véritable, si nous on n'arrive pas à avoir des convergences politiques les uns avec les autres pour défendre l'émancipation des droits des femmes, en tout cas dans les institutions internationales, il existe une véritable convergence œcuménique contre les droits des femmes et contre l'émancipation des droits des femmes. Alors ça, on le voit d'ailleurs dans les réunions que nous avons, puisque nous participons régulièrement à des réunions de dialogue avec la Commission européenne et le Parlement européen, et avec les autres responsables des religions ou des organisations philosophiques et non religieuses. Les obédiences maçonniques aussi sont comprises là-dedans. Et les associations laïques, puisque EGAL est invité à ce titre.
Et on nous demande de nous déterminer sur la construction de l'Union européenne, donc les différentes politiques de l'Union européenne. On se rend bien compte que l'Église reste résolument vent debout contre la possibilité d'avorter. Et je citerai un exemple qui était renversant. Vous avez su que le pape s'était déplacé avant de tomber malade, il s'est déplacé en Belgique, et il s'est permis de traiter les médecins belges qui pratiquaient des avortements de tueurs en série. Donc c'est quand même plus que douteux comme propos. Il n'est pas exclu d'ailleurs que les médecins belges collectivement tentent une action en justice contre le pape pour qu'il fasse un procès en diffamation, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de l'atteinte à leur réputation. Mais ils continuent à vouloir absolument considérer que ce qui importe, c'est avant tout le fœtus qui n'est pas encore vivant, tandis que la vie de la mère, effectivement, n'est pas très importante. Alors, c'est une constante, ils ne varient pas, ils ont toujours milité, et milité activement. Et je peux vous citer l'exemple d'une réunion à laquelle j'assistais, où on a cité l'exemple des femmes ukrainiennes qui étaient reçues en Pologne, et après avoir subi des viols de la part des Russes, et donc avaient besoin d'une IVG d'urgence, sauf qu'elles arrivaient en Pologne où l'IVG est interdite. Et il a fallu donc très vite mettre en place des circuits d'exfiltration pour qu'on puisse les envoyer en Allemagne, entre autres, où elles pouvaient enfin bénéficier d'une IVG. Et là, sur cette position-là, eh bien, il n'y avait toujours que le représentant du Vatican qui continuait à être aussi raide sur cette situation, alors que les autres responsables religieux se rendaient bien compte, je dirais, de l'indécence qu'il y avait à considérer que ces femmes-là, il fallait juste les accompagner dans leur malheur, mais faire tout ce qu'il fallait pour qu'elles gardent les enfants issus de viol. On va passer par une première respiration laïque, parce qu'après ce que vient de nous dire, après ce que vient de nous dire Martine, je pense que la respiration laïque nous ferait du bien, une première respiration laïque. La laïcité n'est peut-être pas le but suprême pour un État, mais c'est un préalable pour avancer dans l'égalité des droits et de la citoyenneté. Nous sommes des sujets du Coran actuellement, pas d'une république. La laïcité est une question de survie pour les femmes en Algérie, si elles veulent s'épanouir, et pour les femmes dans tous les pays où la religion est très présente. Aouisha Berti, militante féministe algérienne. 1997. Le principe de séparation de l'Église et de l'État est supprimé de la Constitution polonaise. Ces 25 années ont été marquées par une délaïcisation des lois et de la vie en Pologne. Les femmes ont été les premières visées et ont beaucoup perdu. Il y a eu un changement de la loi sur l'avortement en 1993 qui est devenue beaucoup plus restrictive, alors que les femmes avaient recours à l'IVG depuis 1956. Maintenant, c'est aussi l'accès à la contraception qui est limité, ainsi qu'à l'éducation sexuelle. Il faudrait employer un langage scientifique et neutre pour parler de l'avortement, au lieu de mots théologiques. Nina Sankari, militante féministe polonaise. En Inde, il y a plein de religions différentes qui, parfois, imposent une certaine orthodoxie, des valeurs très conservatrices. Si l'on suit ce type de croyance, les droits des femmes ne seront pas égaux à ceux des hommes. Pour travailler à l'émancipation des femmes, nous devons passer au-dessus de toute considération religieuse, communautaire et au-dessus du principe de caste. C'est la seule façon pour les femmes d'acquérir leur liberté. Kuljit Kaur, militante du droit des femmes en Inde, vice-présidente de l'association All India Women's Conference. Pour revenir à notre propos, Martine, et après cette première respiration laïque qui est une très bonne introduction, nous sentons bien que,
Actuellement, il y a vraiment un retour à l'ordre moral et sacré qui porte atteinte à l'intégrité humaine et que ce combat pour le respect du principe de laïcité passe par un combat sans limite contre toutes les tentatives d'un retour à l'ordre moral qui porte atteinte à cette intégrité humaine, physique, psychologique et surtout à la dignité et à l'égalité des femmes. Aujourd'hui, quels sont les moyens dont disposent les femmes et les organisations féministes pour contrer les tentatives de retour à l'ordre moral? Comment contrer cette convergence écuménique qui s'impose dans les instances européennes comme internationales pour mettre un terme aux situations d'oppression des femmes? Et pourquoi encore, et c'est vrai que ça fait 3 questions, mais c'est important de les poser en même temps, pourquoi l'universalisme est-il interprété comme le symbole de l'oppression, du colonialisme et de l'impérialisme, voire du racisme et de l'islamophobie quand il est utilisé par ceux qu'on appelle les escrocs de l'islamophobie? Alors, je vais peut-être commencer par la première question. Quels sont les moyens d'action des femmes? Je dois dire qu'on est arrivé à une telle tension aujourd'hui entre tous ces tenants je dirais, de l'ordre moral, les désordres moraux, mais qui se recoupent, et qui sont les intégristes des différents courants religieux, sont tout à fait dans la même mouvance. Je crois qu'il n'est plus temps de faire des concessions, déjà. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. L'égalité est un droit fondamental qui est exprimé dans tous les textes fondamentaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'égalité est quelque chose de fondamental et de fondateur de nos sociétés dites occidentales. On les appelle comme ça, on voit à peu près ce que ça recouvre comme entité et comme quantité de pays. Cette égalité-là, les institutions européennes y sont très attachées. Et je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus. Parce que dès qu'on démontre qu'il y a rupture d'égalité, on obtient la collaboration des dirigeants européens. Parce que pour eux, c'est une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Donc la défense, notamment de l'égalité, elle arrive souvent d'Europe. Il faut savoir, par exemple, que dans les inégalités de salaire qu'on connaît encore aujourd'hui en France, mais qui se résorbent avec le temps, mais qui sont encore là, c'est l'Union européenne qui a obligé l'État à payer exactement le même salaire aux hommes et aux femmes fonctionnaires. Parce que l'État faisait comme le privé, on payait un peu moins bien les femmes, on se demande pourquoi, mais c'était comme ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, il y a des survivances quand même de l'ordre ancien, mais malgré tout, on voit que l'Union européenne peut faire avancer les choses, et il faut s'appuyer dessus, il faut faire valoir ses droits auprès de l'Union européenne quand on le peut. Et je crois que les femmes doivent être toutes individuellement, aujourd'hui, dans une idée de tolérance zéro pour l'inégalité, tolérance zéro pour le mépris, tolérance zéro pour le sexisme. C'est non, c'est juste non, on n'en veut plus. Et c'est comme ça. Et moi, j'ajouterais avec toi à cette tolérance zéro, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu sur cette respiration, sur cette première respiration laïque, on voit bien que les paroles de ces femmes, elles viennent d'autres pays. Et que dans cette tolérance zéro aussi, c'est d'arrêter de penser que la laïcité, c'est qu'une requête des féministes occidentales et qu'elle serait une utopie pour les femmes des autres pays, plus particulièrement encore quand il s'agit des pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne, et qu'on a un relativisme culturel qui, qui tue dans l'œuf toutes les revendications d'égalité au nom de la séparation du politique et du religieux, que mèneraient les femmes et les féministes et les ONG de ces pays-là. En fait, aujourd'hui, ça empêche même de mesurer ce qu'on a qualifié très longtemps de pesanteur de tous bords, c'est-à-dire vraiment les inégalités qui portent atteinte à la dignité physique et humaine, et qu'on a du mal même, on empêche le fait de dénoncer ces dernières de peur de déranger ce fameux ordre moral, social, sacré, parce qu'on aurait peur d'offenser, de blasphémer, de déranger. Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ce jeu-là,
on met en danger les femmes de ces pays-là. Parce que je pense que, tout en restant factuel, il faut donner des exemples. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore des pays où on passe en justice pour blasphème, comme la Mauritanie ou comme le Soudan. Et que ce fondamentalisme-là, qui est à la fois culturel et religieux, il est rampant et il porte une véritable atteinte. Et ce mode de pensée, de croire que ça ne s'adresse, la laïcité, n'est qu'une revendication qui est de l'ordre de l'Occident et que ça ne s'adresse, que c'est pas possible ailleurs parce que ça porte atteinte à nos spécificités culturelles, c'est tout à fait les arguments que portent nos régimes autoritaires lorsqu'ils vont dans les instances internationales et qu'ils émettent des réserves au nom des spécificités culturelles. Et donc ce sont ces spécificités culturelles qui permettent que l'excision existe encore, que les affibulations existent encore, que les codes de statut personnel qui sont discriminatoires existent encore, et qu'en tenant ce discours-là, et qu'en ayant cette position de relativiste culturel, on met véritablement en danger les femmes et les féministes qui se battent contre l'ordre social et religieux dans les pays d'origine. Et donc il est vraiment urgent aujourd'hui de dire à quel moment la culture devient un lieu de source d'expression des fondamentalismes pour le dénoncer et de ne pas se laisser happer par les dérives fondamentalistes au nom de « il ne faut pas choquer, il faut respecter leur culture ». Moi, des cultures, qu'elles soient d'ordre social, moral ou religieuse, à partir du moment où elles portent atteinte à la dignité des femmes et à la dignité humaine, eh ben, on ne peut pas les soutenir. Je vais citer un exemple qui est très actuel, justement. En France, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises où on voit des hommes qui refusent de travailler sous les ordres d'une femme, qui est pourtant leur chef de service, qui refusent de lui serrer la main, qui refusent peut-être même de la regarder. J'ai même un enseignant qui m'a dit récemment que dans sa classe, les garçons et les filles ne se regardaient plus. Donc, tout ça, on pourrait dire, ah bah oui, mais c'est leur culture, alors donc laissons-les. Et il y en a qui le disent. Or, c'est vraiment, ça devrait être un sens interdit absolu. Toute atteinte à la dignité d'une femme sur le territoire français doit être interdite, doit être exclue, inenvisageable, et en tout cas absolument pas à tolérer ou à accepter. Uniquement parce que nous avons décidé que ce serait comme ça dans notre société. Nous avons décidé que l'homme et la femme, comme le dit l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc ça, il faut tenir bon. Il ne faut pas accepter qu'une femme, parce qu'elle vient d'ailleurs, peut-être puisse être traitée différemment, et en tout cas ne bénéficier ni de la liberté ni de l'égalité que nous avons décidé d'appliquer. Ça, ce serait le comble du racisme, j'ai envie de dire. Et pour aller plus loin dans notre réflexion, je citerai Chala Chafik parce que c'est très important. Et Chala Chafik, on va la recevoir tout à l'heure dans le débat sur l'interculturalité. Mais quand on lit avec attention ce que dit Chala Chafik justement sur les fondamentalismes, et les Iraniennes, elles ont l'expérience iranienne est là aussi, hein, tout comme l'expérience algérienne, elles sont là pour nous montrer ce que nous avons vécu de pire avec l'islamisme. Qu'il faut toujours examiner. Il faut avoir la pertinence d'examiner les trois domaines où les fondamentalismes religieux interviennent. D'une part, c'est d'abord le corps des femmes, c'est-à-dire tout ce qui va avoir trait à la santé et à la sexualité des femmes, et surtout donc les femmes comme objet de contrôle, hein, puisque c'est ça. Et justement, avec Chala Chafik, lorsqu'on a une discussion sur le voile, elle a écrit un livre qui s'appelle « L'homme islamiste ou la prison politique ». Et un jour, dans un débat avec Chala, je lui ai dit « Moi, je crois que la première prison politique qui a existé en Iran, c'est le voile, c'est le tchador une fois qu'il a été imposé. » Et elle m'a dit « C'est vrai, Sohail, c'est vraiment ça. C'est la première prison politique qui a existé. » Et donc, quand on voit aujourd'hui toutes les dérives qu'il y a par rapport au discours autour du voile, il faut s'interroger sur ce qu'on y met derrière quand on parle du voile. Le deuxième, c'est le système juridique. Donc ce système juridique, c'est les codes de la famille, mais les lois et les réglementations qui vont être mises en place justement
pour porter atteinte à l'émancipation des femmes, des lois discriminatoires comme en Iran, où aujourd'hui, on ne peut pas exercer certaines professions parce qu'on est femme. C'est l'exemple du code de la famille algérienne aussi, avec je peux être une femme, signer des contrats de millions de dinars ou de millions de dollars, et que quand je rentre à la maison à 17h, je deviens une mineure, et je n'ai même pas le droit de signer le carnet de notes de mon enfant si je suis une femme mariée, parce que je n'ai pas l'autorité parentale partagée. Voilà, c'est là où on voit aussi combien il est important de vérifier ces positionnements-là. Et puis bien sûr, le dernier, et qui n'est pas des moindres, c'est l'organisation politique. C'est-à-dire comment sont organisées les institutions. Y a-t-il une parité dans les institutions, mais une juste parité, pas une parité qui va servir les pouvoirs autocratiques ou les fondamentalismes. Parce que moi, une organisation politique qui s'arrête à penser que la démocratie, c'est mettre des bulletins dans des urnes, mais qu'à côté je vais avoir des affiches où on va faire soi-disant, où nous on se sera battu pour la modernité politique avec la parité pour qu'il y ait des femmes sur les listes électorales, et que de l'autre côté, quand il va y avoir des listes électorales, je vais avoir des femmes sans visage, sans nom, et que quand elles vont se retrouver dans ces instances, elles vont défendre des droits qui seront contraires à l'émancipation des femmes, ne serait-ce que des lois par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides, parce que les modernistes, celles qu'on appellerait les modernistes et les universalistes, porteraient atteinte à la structure de la famille à partir du moment où elles dénoncent les violences faites aux femmes. Et pour continuer sur l'universel, Oui. ce qui est très important, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce fondamentalisme dans les instances institutionnelles, c'est comme cette fameuse nomination qui est, ben c'est moi qui pose le problème aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans cette bataille contre l'universalité, c'est de dire qu'il y aurait des droits humains islamiques. Et comme le dit Chalachavik, est-ce qu'il existe des droits humains bouddhistes? Les droits humains sont universels. Ils ne peuvent pas être attachés à une quelconque obédience religieuse. Et c'est là aujourd'hui aussi où cette notion des droits humains, elle a des conséquences dangereuses face à ces relativistes culturels dans le champ de la notion des notions universelles et de la défense de l'universalité des droits. Et il y a d'ailleurs une capacité et une certaine virtuosité dans la capacité de ceux qui sont opposés au droit universel à retourner la réalité pour faire croire que... Je vais vous donner un exemple. C'est aussi un exemple qui touche les associations qui se disent défenseuses des droits des musulmans. Alors vous êtes responsable politique, vous voyez arriver une association qui va défendre les droits des musulmans, vous vous dites, ben oui, on va évidemment mettre tout le monde sur un pied d'égalité, on va défendre les droits des musulmans. Mais à la réflexion, il faut analyser, c'est quoi les droits des musulmans? Quels sont les droits spécifiques qu'ils auraient que les autres n'ont pas? Mais il n'y en a pas. En fait, les droits des musulmans, ça n'existe pas. C'est les droits des citoyens. Ils ont les mêmes. Quand ils ne jouissent pas des mêmes droits que les autres, ils sont discriminés. Mais ont-ils des droits que les autres n'auraient pas? Là, c'est vraiment une question que je lance. Il faut les trouver, il faut les citer. Et en fait, si on analyse, et eux-mêmes le disent, c'est quoi le droit des musulmans? C'est d'obliger les femmes à porter le voile d'abord. Ça, c'est un droit qu'ils revendiquent, effectivement. Sauf que c'est pas un droit. C'est juste une oppression des femmes. Et il faut le dire clairement. Il ne faut pas avoir peur des mots, pas avoir peur des injures, parce que on sait qu'en face, on utilise l'intimidation pour nous obliger à reculer, à faire des concessions. Eh bien non, il faut accepter de se faire injurier, accepter de se faire traiter de ce qu'on n'est pas, mais tenir bon sur les valeurs et sur les idées qu'on défend. Je crois que c'est aujourd'hui un impératif. L'universalisme, effectivement, est tout à fait détourné de ce qu'il a été. Et pourtant, la liberté, ça reste une valeur universelle. C'est pas parce qu'elle n'est pas appliquée ni respectée dans tous les pays que c'est pas une valeur universelle. Tout être humain peut jouir de la liberté. Tout être humain peut revendiquer sa liberté. Et il n'y a aucune honte à dire que c'est une valeur qui concerne tout le monde. Sauf que certains, malheureusement,
n'ont pas la possibilité d'en jouir réellement. Mais il faut le dire très clairement et sans se laisser impressionner par les intimidations, ce qui n'est pas forcément facile par les temps qui courent. Non, par les temps qui courent, c'est vraiment la grande bataille que l'on mène, toutes et tous, face à cette essentialisation et ce relativisme culturel qui nous rentre dans des cases et qui dirait, il y a du droit pour eux, il y a des droits pour les autres, il y a des droits pour nous, et puis il y a des droits pour elles, mais que nous ne serions pas égales à l'échelle de l'humanité. Et c'est ça ce qui est dangereux aujourd'hui, et c'est cette essentialisation, en fait, qui sert aujourd'hui tous ces fondamentalismes religieux et les États autocratiques. Et pas uniquement, et qui sert également aussi les intérêts de religions qui veulent rentrer dans le champ politique à nouveau, malgré les tentatives de sécularisation, malgré la sécularisation de la société, malgré les tentatives de séparation qui peuvent exister. Je voulais vous citer un exemple parce qu'on n'en a pas parlé et ça me semble important. Parlons de nos voisins les plus immédiats, les Allemands. En Allemagne, vous avez les églises sont extrêmement puissantes et elles ont, entre autres, l'État leur a sous-traité à peu près toute l'action sociale. Donc, en particulier, les hôpitaux sont souvent dirigés soit par l'Église catholique, soit par l'Église protestante, qui est également représentée en Allemagne. L'Église représente donc le premier employeur allemand. Et elles ont pu obtenir, donc de par leur puissance, elles ont pu obtenir des dérogations au droit du travail. Autrement dit, elles se sont arrogées le droit d'intervenir dans la vie privée de leurs salariés au prétexte que on n'aurait pas le droit, quand on travaille pour un hôpital dirigé par l'Église catholique par exemple, de vivre maritalement. Donc j'ai appris très récemment comme ça que des salariés qui vivaient en couple sans être mariés, l'un d'entre eux, l'un des membres du couple était salarié d'un hôpital et avait dû se marier légalement devant l'église pour pouvoir rester en place, pour pouvoir rester en poste. Donc vous voyez le genre de choses qu'on ne voit pas très loin de chez nous, c'est quand même une atteinte très grave à la liberté de penser et à la liberté tout court de citoyens allemands. Mais ils ont obtenu ces dérogations. Donc vous voyez bien que tout notre droit, qui est basé sur des principes et des valeurs que l'on défend, peut aussi mieux être amené à reculer sous la pression de groupes, de religions, qui sont restés dans l'idée qu'elles devaient avoir un rôle politique. Et c'est pour ça que, avant qu'on donne la parole à la salle, parce que je vois l'heure et que derrière il y a un autre débat qui va arriver, mais qu'il est important de rappeler que aujourd'hui, sur cette question des fondamentalismes religieux, mais aussi de leur pleine connexion avec les États, et surtout les États théocratiques, parce qu'ils marchent main dans la main, les féministes s'interrogent beaucoup, et on le voit avec le cas de l'Iran, de l'Afghanistan, mais aussi de la Pologne par rapport au droit à l'avortement, et par rapport aux trois angles dont on a parlé, que ce soit l'angle du corps des femmes, l'angle du juridique et l'angle de l'organisation politique, si nous ne sommes pas face justement à un apartheid sexuel qui deviendrait un véritable crime contre l'humanité. Et elle s'interroge aujourd'hui sur comment interpeller les instances internationales sur cet apartheid sexuel et de considérer que derrière il y a une véritable violation des droits humains au regard de tout ce qui se passe dans le monde, puisque majoritairement il n'y a pas un pays aujourd'hui où on poserait le doigt sur la map monde où il n'y aurait pas de problème d'inégalité, de violation des droits des femmes considérés comme une violation des droits humains. C'est soit on considère que les femmes sont des êtres humains à part entière et qu'à partir du moment où il y a une atteinte à leurs droits, il y a une violation des droits humains, soit on se met à remettre en place ce que j'appelle, pour ceux qui auraient lu La Servante écarlate ou qui auraient vu le film La Servante écarlate, est-ce que nous ne sommes pas sur un retour de société à l'aune de ce qui est La Servante écarlate? Les femmes sont des ventres, uniquement des ventres, des reproductrices, et qu'elles ne sont pas des êtres humains
à part entière. Voilà, le constat peut nous sembler très grave, mais il est important de le mettre en avant, hein, que aujourd'hui nous sommes face à un questionnement clair, net et précis, face au fondamentalisme religieux, face aux États théocratiques et face à cette montée aussi du relativisme culturel qui considère qu'il peut y avoir des droits humains à deux vitesses. Est-ce que nous ne sommes pas face à des violations des droits humains? Oui, on est forcément face à ça, et effectivement, j'aimerais bien entendre aussi les réactions de la salle, de façon à ce qu'on puisse installer le dialogue. Il y a des premières questions. Donc, vous avez besoin du micro. Non, on va. Non, il n'y a pas de. C'est pour l'enregistrement. Eh bien, merci d'abord à vous deux, hein, pour cet excellent débat de haute tenue. Je voulais juste dire que nous, les laïcards, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège qu'on nous tend en permanence. Je vais dire un mot très rapide de ça. Avant tout, je voulais quand même faire préciser à Martine Serre que y a l'esprit et la loi, comme disait Montesquieu. Alors, la loi de 1905, c'est effectivement la loi de la séparation de l'Église et de l'État, mais la laïcité, entre-temps, elle a fait du chemin. Et l'esprit de la loi, c'est aussi la séparation du privé et du public. C'est-à-dire que, y compris l'orientation politique, l'orientation sexuelle, l'orientation religieuse, c'est des affaires privées. Et que face à ces orientations-là, d'abord l'État doit rester neutre, et ensuite, ces différences-là qui peuvent, entre guillemets, nuire au bien vivre ensemble, on les garde privées, on les affiche pas, en tout cas pas ostensiblement. C'est-à-dire, il n'y a pas que nos différences religieuses que la laïcité nous demande parfois de taire, en tout cas de garder privées. La deuxième chose, vous avez raison quand vous dites que Voltaire et d'autres, à l'époque, pensaient que de ne croire en rien était pas bien, sauf qu'ils oubliaient de préciser qu'un athée ne croit pas, n'a pas de foi religieuse, ou en tout cas, sauf les agnostiques, mais ne croit pas en Dieu, mais c'est pas qu'il croit pas en rien, il croit en l'humanisme. C'est-à-dire que l'athée dit qu'il n'a pas besoin de religion pour être bon. Et je dis une blague de Jean-Yann qui disait entre moi et Dieu, je sais que c'est moi qui tiens le bon bout. Parce que moi, je donne tous les jours aux pauvres et j'en attends rien en retour. Lui qui ne se montre jamais, il attend qu'on le prie tous les jours. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, quelque part, il y a des gens, des citoyens, des gens qui n'ont pas besoin de religion pour être bons, pour être solidaires. Et enfin, le piège, et j'en aurais terminé, le piège que nous tendent les religions, c'est de dire, oui, il n'y a pas de droit pour les musulmans, pour les catholiques. C'est pas tout à fait ça, permettez-moi de vous le dire, parce que puisqu'on parle de droits universels, de droits humains universels, dans la Déclaration des droits humains universels, c'est que les gens sont égaux en droit, quelle que soit leur origine, leur confession et leur classe sociale. C'est-à-dire que les gens qui ont une confession peuvent demander un certain nombre de droits à l'État, notamment le droit de pratiquer leur spiritualité en toute liberté. Donc les musulmans peuvent demander, y compris, je suis désolé d'être un peu long, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent eux aussi demander que la loi les protège. Et la loi protège, je radonne cette sentence-là 1000 fois dans le programme, mais la loi protège la foi. Mais à partir du moment où aucune foi ne veut faire la loi. Écoutez, ce que vous dites est parfaitement juste, mais ça s'applique à tout le monde. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de droit spécifique ni aux musulmans, ni à personne d'autre. Parce que le droit de pratiquer sa foi, c'est valable pour tout le monde. Donc il n'y a pas de droit spécifique. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des droits, je dis qu'ils ont les mêmes que tout le monde. C'est ça. Mais donc c'est pour ça que quelqu'un qui défend que les droits d'une communauté, je trouve ça louche. Parce que, non, pourquoi refusent-ils d'avoir les mêmes droits que tout le monde? Et s'ils en ont des spécifiques, lesquels veulent-ils? Il faut qu'ils soient précis. C'est quoi les droits précis? Les droits différents des autres qu'ils pourraient revendiquer. Le droit bien sûr que la laïcité protège la foi, puisque tous les cultes s'exercent librement et l'État ne s'en mêle pas. Mais c'est tous les cultes. Pas l'un plus que l'autre. Donc il n'y a pas de spécificité à signaler de l'un, d'une communauté ou d'une croyance par rapport à une autre. Ils ont tous les mêmes droits. Le droit de pratiquer leur culte
ou le droit de ne pas en pratiquer. Ce que vous avez abordé sur la question de la morale, on peut être bon, il est évident, ça a été un grand débat aussi des laïcs, c'est la morale laïque peut-elle exister? Bien sûr qu'elle peut exister, c'est évident. D'ailleurs, notre droit fait partie de la morale laïque. Quand on dit tu ne tueras point, les religions l'ont dit, mais le droit le dit aussi. Donc il y a des zones de recoupement, et nous sommes, et c'est bien ça aussi une des affirmations de la laïcité, nous sommes parfaitement en état de déterminer notre morale par l'exercice de notre raison. Nous allons raisonner et dicter des lois, adapter les lois à ce qu'est la société aujourd'hui, de façon à ce que nous puissions vivre selon une éthique, je préférais le petit terme d'éthique plutôt que de morale, selon une éthique qui respecte nos valeurs et qui respecte les individus comme nous pensons devoir les respecter. Donc, mais bien sûr que oui, il n'y a que les religions pour affirmer que c'est pas possible quand on ne croit pas en Dieu. Sinon, c'est certainement pas la laïcité qui l'affirme. Il y a d'autres questions. Voilà, tu commences par derrière. Vous dites devant à chaque fois. On va avancer un peu. Alors, bonjour. Alors, je reprends ce que disait Martine tout à l'heure, même le thème d'ailleurs de la conférence qui est sur laïcité protège-t-elle les droits des femmes. Moi, ma question, c'est la loi sur la laïcité a été votée en 1905. N'empêche que pour avoir des droits, il a fallu en France un mai 68. Donc je voudrais vraiment savoir. C'est une vraie question, hein, parce que je ne suis pas française d'origine, moi je débarque depuis 24 ans. La deuxième peut-être observation, vous disiez tout à l'heure, l'Allemagne, où justement c'est pas un pays qui se revendique laïque, c'est un pays européen, c'est un pays développé, mais la laïcité n'est pas un mot qui revient comme à la française, et je suppose que les femmes ont quand même des droits, donc c'est vraiment la question, c'est par rapport à cette problématique, est-ce que la laïcité garantit les droits des femmes? Je me pose réellement la question. Une autre observation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à éventuellement, parce que vous l'aviez pris comme exemple, donc je le reprends, la question d'une association entre guillemets musulmane qui voudrait défendre les droits des musulmans. Le problème, je pense, avec le droit, c'est que toutes les personnes ont le droit d'association. Le droit d'association est garanti. C'est peut-être le problème avec le droit en lui-même, parfois dans certaines contradictions. Et une autre observation peut-être, et c'est une vraie question à poser, probablement aujourd'hui aussi, c'est que aujourd'hui on voit en France quand même pas mal d'écoles qui sont pas laïques du tout, et qui sont subventionnées par l'État. Je vais prendre un mauvais exemple qui est Pétarin par exemple. Il y a pas mal d'écoles juives, et c'est reconnu, c'est connu. Et bizarrement, il y a beaucoup moins d'écoles entre guillemets musulmanes. C'est une vraie question que je me pose. Et puis peut-être ce regard de Français sur la laïcité. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un pas de côté pour réobserver à partir d'aujourd'hui la laïcité 1905? On est au 120e anniversaire. Est-ce qu'il y a la société française a énormément changé? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'avoir un vrai débat, non pas remettre en question la laïcité, très loin de là, mais de voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour la société française aujourd'hui, concrètement la laïcité. Merci. Et il y avait je veux pas qu'il se sente frustré. Hein. Il est venu au débat, il repart pas sans avoir posé sa question. C'est presque la même que j'ai dit. Ah oui, sinon on serait dans le même scénario. Oui, je trouve que le titre est tout à fait adéquat. Et effectivement, on se pose la question, est-ce qu'il suffit d'obtenir la laïcité pour avoir derrière les droits fondamentaux pour les femmes et pour d'autres. Puisque, donc ça, je pense que vous avez répondu, c'est non, c'est insuffisant. Mais est-ce que le combat pour la laïcité, pour gagner ce combat-là, ne faut-il pas vraiment s'attaquer aux dogmes religieux qui sont de l'outrage? Les hommes qui ont dit « tu ne tueras point », en même temps ils disaient, les hommes, des hommes, qui ont écrit des religions, en même temps qu'ils disaient « tu ne tueras point », ils disaient en même temps
tu tues l'homosexuel, tu frappes la femme, etc., etc. On ne va pas les citer. C'est une atrocité sur la... Donc, est-ce que le combat pour la laïcité ne doit pas s'accompagner d'une lutte idéologique ferme contre les dogmes religieux? Mais pas que, mais aussi la promotion des droits. Parce que, y compris pour des dogmes pas religieux, ben, il faut aussi se battre pour l'égalité des droits, et c'est pas gagné. On va y répondre toutes les deux, et comme ça va faire terminer le débat, parce qu'on va répondre à toutes les questions. D'accord. Ah, Il y a encore une question? Il y a encore des questions? Vas-y. Moi, je rappelle toujours que la laïcité, c'est un préalable. Ça ne règle pas toute la question de l'égalité des droits. D'une, pourquoi c'est un préalable? Parce que c'est comme on l'a dit, on examine les trois pendants. Le corps des femmes, les dogmes religieux interviennent sur le corps des femmes. L'organisation politique et juridique, ça intervient aussi dans ces deux domaines. Mais ce qu'il faut aussi, ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'on est une société laïque, on a réglé tous les problèmes des inégalités pour les femmes. Ce qu'il faut combattre avec les dogmes religieux, c'est la société patriarcale et ce qu'elle porte d'inégalitaire et qu'elle permet que les lois continuent à être inégalitaires. Et c'est pour ça que je ne dis pas que les sociétés aujourd'hui occidentales ont tout réglé dès lors que, par exemple en France, on a la Constitution qu'on a la laïcité dans la Constitution. Elle est un rempart par rapport à ceux qui voudraient faire que la loi divine prenne le pas sur les lois de la République pour rendre encore plus inégalitaires les droits des femmes et leur émancipation. Mais elle ne règle pas toutes les inégalités qu'il y a contre les femmes en France, comme on l'a dit, au niveau des inégalités salariales et par exemple contre les violences faites aux femmes, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans un pays où tous les ans il meurt plus de 100 femmes de féminicide et elles sont pas toutes répertoriées, l'atteinte à l'intégrité physique des femmes. Donc c'est un rempart, il aide pour que le religieux ne s'immisce pas dans la loi civile et dans le politique, mais il ne règle pas tout. Et c'est vrai qu'il faut mener la bataille contre les dogmes religieux, parce que les dogmes religieux aussi cheminent avec les organisations politiques, et aujourd'hui on le voit bien, quand on écoute le programme du RN, le RN aujourd'hui on écouterait Éric Ciotti et on écoute la nouvelle vague des féméno-nationalistes, le féminisme, il serait même issu de la droite. C'est des grandes conquêtes sociales de la droite, alors qu'on sait que c'est des grandes conquêtes des féministes et qu'elles étaient plus des humanistes et des femmes de gauche que des femmes de droite. C'est cela aussi qu'il faut contrer avec les dogmes religieux et pour lesquels il faut mener des batailles qu'on ne doit pas lâcher. Tout comme, et on le disait hier, contre les dinosaures de certains partis politiques de gauche qui sont en train de faire la part belle à des fondamentalistes religieux qui soutiennent leur propagande, qui les soutiennent à des fins électoralistes et qui portent atteinte aux droits des femmes, que je ne dirais pas musulmanes, mais qu'on intègre dans une case présupposée. Moi je leur dis, moi, je suis une musulmane sociologique, je l'ai toujours dit. Je suis née dans une famille musulmane, ça ne fait pas de moi une musulmane. Ça fait de moi une citoyenne tout d'abord, avant d'être une musulmane. Je ne veux ni qu'on me mette dans la case des musulmanes, ni des non-musulmans, ni des agnostiques, ni ceci. Moi, je veux être dans la case des citoyennes. Point barre. Et vous me regardez comme une citoyenne à part entière, et vous faites en sorte que mes droits soient respectés dans ce pays, parce que mes revendications premières, c'est l'égalité des droits en tout point. Voilà. Moi, je voudrais répondre. Il y a 3 points là que j'ai relevés dans vos questions. La première, est-ce que la laïcité doit s'attaquer aux dogmes?
religieux, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il faille s'attaquer aux dogmes religieux sur le fond et entamer des discussions théologiques. Ça fait partie des discussions internes à chaque religion. En revanche, ce qu'il faut faire résolument, c'est refuser l'argument religieux comme étant un argument valable. Quand on veut faire, je sais pas moi, introduire n'importe quelle mesure qui pourrait être contraire au droit, c'est une mesure contraire au droit, point, et c'est tout. Mais je crois que là-dessus, on doit être intraitable, c'est-à-dire que l'excuse, c'est ma religion qui m'interdit ou c'est ma religion qui m'oblige à, c'est pas une excuse. C'est juste pas une excuse. Sur le plan citoyen. Donc je crois que c'est, au contraire, en renforçant la distinction entre ce qui relève du religieux et donc du privé et ce qui relève du public et donc de la loi, doit être au contraire maintenu parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Sinon, vous imaginez les disputations théologiques de chaque religion, on n'en sortirait vraiment pas, c'est pas possible. Puis c'est pas le travail de l'État, en plus. Alors, faire le point sur la laïcité pour la repenser, moi je crois qu'il faut plutôt faire le point sur les gens qui veulent détruire la laïcité. Et qui on va trouver là-dedans? On va trouver, bien sûr, on n'en a pas beaucoup parlé, pas assez, l'extrême droite, qui est en cheville avec les fondamentalismes chrétiens, qui sont des mouvements extrêmement financés, extrêmement organisés, et qui veulent aboutir à peu près au même résultat que les mouvements islamistes, c'est de mettre le politique sous la coupe du religieux. Alors, bien sûr, ils finiraient par se disputer entre eux, comme d'habitude, mais pour l'instant, ils ont un intérêt commun, c'est d'abattre la laïcité et la République laïque. Tout à fait. Donc, c'est bien à eux qu'il faut résister. Et puis, les droits des femmes, donc tu as dit très justement, on se rend compte qu'il faut les abattre, les conquérir un par un. On a beau avoir dit, il y a une égalité complète, on se rend compte que chaque point d'inégalité doit être combattu tout seul, individuellement. Il faut faire reculer les inégalités salariales, les violences faites aux femmes, l'impossibilité de choisir son corps, les mariages forcés, enfin tout ce qu'on connaît, c'est chaque point qui doit être gagné de haute lutte. Et individuellement, on n'arrive pas à le faire globalement, c'est vrai. C'est une des difficultés de ce combat, mais il faut, là encore une fois, tolérance zéro sur toutes ces inégalités. Avant de nous quitter, une petite respiration laïque. Allez, on va faire une petite respiration laïque, ça nous fera du bien. Je vais la faire debout parce que c'est mieux, est-ce qu'il me voit bien, une femme debout. Ouais. Lorsque la religion devient la source de la loi, il en est fini de la liberté et des droits des femmes. Dans un modèle social fondé sur la citoyenneté démocratique, les citoyens sont considérés comme libres et égaux devant la loi. Mais dans un ordre social fondé sur la loi religieuse, les citoyens sont des sujets de Dieu. Un Dieu représenté par une poignée d'hommes qui s'autodésignent à la tête d'un pouvoir autoritaire. Chala Chafik, sociologue. À la base de toute société, il y a la commune. Et le noyau de la commune, c'est bel et bien la famille. Si au sein de cette famille, la femme est maintenue prisonnière, voilée qui plus est, séquestrée comme nous l'avons fait depuis des siècles, si elle n'a aucune ouverture sur le monde extérieur, aucun rôle actif, la société, dans son ensemble, s'en ressent fatalement, se referme sur elle-même et n'a plus rien à apporter, ni à elle-même, ni au reste du monde. Driss Shaibi, La civilisation de ma mère. Les femmes et les hommes naissent avec ce choix, celui de croire ou de ne pas croire. Et c'est dans cette possibilité de choisir que se matérialise l'égalité des sexes. Christiane Pelchat, présidente du Canada de 2006 à 2011. La protection législative de la laïcité assure que tous, hommes et femmes, seront traités de la même façon. Appliquer les mêmes règles pour tout le monde est un symbole important de l'égalité des sexes, une valeur démocratique fondamentale. Guy Rocher, sociologue et cofondateur des Intellectuels pour la laïcité. Nous, les femmes, sommes
la moitié du ciel, et même un peu plus. Nous voulons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout. Et surtout, être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence de nos filles, de vos filles. Christiane Taubira, femme politique. Bravo, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Et puis dans quelques minutes, on se retrouve pour le débat sur la laïcité et l'école.